En train d'évoquer le Ghana avec les boissons traditionnelles qui prennent de plus en plus de proportions dans les habitudes de consommation des Ghanéens. Basile Agbo, vous aviez la parole. Donc je parlais des pommes de terre que le tenant du supermarché a été obligé donc de les remettre dans les emballages des pommes de terre qui viennent de Paris. Je dis quelques minutes après, et puis les gens ont même apprécié le goût le lendemain. Alors ça veut dire que nous avons cette habitude, mauvaise habitude, d'aimer consommer ce qui vient de l'extérieur. C'est une vieille tradition. Et quand on parle du Ghana également, c'est une vieille tradition. Lorsque par exemple la colonisation est venue au Ghana, on a plutôt prisé ce qui est de chez eux. Et malheureusement, la colonisation française nous a habitués à consommer ce qui vient de l'Occident. Et je vous dis que c'est pas du jour au lendemain que nous allons faire entrer dans l'habitude des gens le fait de consommer ce qui est ce jeu. Il faudrait d'abord que l'on produise la qualité. Et lorsque nous allons commencer par produire la qualité et que nous allons mettre peut-être un frein à beaucoup plus d'importation chez nous et que les gens vont commencer par voir que ce qui est de chez nous est une bonne chose et ce qui vient de l'extérieur n'est pas nécessairement de bonnes choses, ça va commencer par se faire. Donc c'est très beau de dire les autorités, non, nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Nos commerçants, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui produisent les choses, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça, par là qu'il faut commencer d'abord. Et ils seront encouragés par le gouvernement et autres là pour que le travail puisse se faire, pour que l'habitude puisse naître dans l'esprit des gens. Oui, pour abonder un peu dans le même sens que Basile Agbo, je vais vous donner un petit exemple. Si je m'en souviens bien, vous savez, il fut un moment où c'était lors du président, la gouvernance, le magistère du président Olusegun Obasanjo, au Nigeria, qui avait décidé à un moment donné qu'il a vu qu'au Ghana, il y avait tellement de banques, et les banques avaient des portefeuilles qui n'étaient pas réellement ça, et il a décidé de les regrouper. Dans les banques, il y avait certaines qui ont dit, voilà, bon, ils ne souscrivaient pas dans cette logique-là, mais ceux qui ont accepté, il les a ramenés, il les a regroupés. Mais je vous dis aujourd'hui que les toutes premières banques au Nigeria font partie des top 1000 mondiaux. Ça voudrait dire que le gouvernement met les mécanismes en place. Lorsque vous ne les emboîtez pas, vous verrez que naturellement, vous restez là, vous faites du surplace. C'est la même chose qui se passe ici. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont reçu des financements. Personne ne peut dire non aujourd'hui pour les accompagner dans la production, pour améliorer la qualité. Il y a des mécanismes qui sont là. Maintenant, après tout, lorsque vous produisez, lorsque vous ne faites pas autour la promotion pour convaincre la population à vouloir savoir la qualité de ce que vous produisez, mais la consommation locale ne se décrète pas. Mais par exemple, ce que dit Paco, mais peut-être on est ici dans les exemples des boissons, mais si on revient chez nous dans un exemple qu'on connaît très bien, le foufou mix par exemple. Tout à fait, naturellement. Aujourd'hui, c'est un produit qu'on peut considérer au vu du prix comme un produit de luxe, mais on peut l'accompagner en subventionnant pour que ça redevienne abordable, parce que les Chinois, il ne faut pas oublier, sont rentrés dans le marché déjà. Tout à fait. Ils risquent de casser ce que lui, il a produit. Là. Oui, peut-être que c'est ce que vous ne savez pas. C'est vrai qu'au début, il avait eu des difficultés au niveau d'accompagnement, de la subvention. Mais je vous dis qu'il y a un projet, le projet par exemple, qu'il a accompagné à coût des millions, pardon. Et qui a fait en sorte que ce prix-là est modéré à ce prix-là. Et continuellement, parce que moi j'ai suivi, j'étais à un reportage où le PASAM faisait un peu l'évaluation, nous sommes allés dans les unités de production. Mais au-delà de tout, aujourd'hui, là, l'ANPGF qui, lui personnellement, ne pouvant pas suivre de bout en bout les producteurs, a donc délocalisé ces fonds-là, qui les a mis à la disposition de la SEGA, qui l'a subventionné également. Je vous rappelle que la semaine dernière, ils en ont encore eu, où le producteur était là et l'a témoigné, que le gouvernement essaie de l'accompagner. SEGA les avait accompagné dans un premier temps avec 30 millions. Donc vous voyez, tout ceci, faut qu'il y a des trucs. Lorsqu'on ne fait pas de la communication, on pense qu'on les accompagne, il n'y a rien. Donc je vous donne quelques exemples pour vous prouver que vraiment, il y a de l'accompagnement. C'est un peu ça. Mais ça ne convient pas, Paco. Et même pour rajouter encore, le gouvernement aussi l'a aidé pendant à participer à d'autres forums au niveau international, qu'il a remporté des prix d'ailleurs. Les exemples sont là, les gens. Les confrères disent que la consommation des produits locaux ne se décrète pas. Combien de fois, lors des dîners de gala,
vous avez vu des gens servir la boisson locale. Ouais. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi les gens veulent défendre l'indéfendable. En réalité, Je ne dis pas ici que c'est le gouvernement qui doit forcer les gens à consommer les produits locaux. Non, je n'ai pas dit ça. Faut donner des exemples. Mais au temps de Ronlis, l'ancien président du Ghana, il portait des bétekeli. Mais à un moment donné, tous les Ghanéens, ça dit que ont envie de porter. C'est une fierté quand tu portes bétekeli parce que c'est le leader qui porte bétekeli. Le fait de porter Bétekeli. Non, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple. Je dis, combien de fois, mon frère Samuel, dis-moi, combien de fois lors des dîners de gala, vous avez vu servir la boisson locale? Ça n'existe pas. Non, ça dit pourquoi je donne cet exemple? Je donne cet exemple parce que lors des dîners de gala, par exemple, c'est des leaders qui se regroupent. Lorsque le leader fait quelque chose, ça encourage. C'est comme ça produit un effet domino. Ça dit que c'est le leader qui fait. Moi aussi, je vais emboîter le pas. C'est comme ça on encourage. Je ne dis pas que un beau matin, que le gouvernement prenne un bâton pour forcer les gens à consommer. Je ne dis pas ça. Mais à ce que je sache, non, lorsque le débat est beaucoup plus... Non, ça dit que c'est... Bon, parfois ça m'arrive. À ce que je sache, lorsque mon leader fait quelque chose, ça m'encourage à le faire. C'est ce que je dis. Oui, mais Adam, ce qu'il dit, c'est intéressant parce que moi, j'ai jamais préparé un dîner de gala au Burkina, par exemple, mais j'ai eu dire que lors de leur dîner, vous avez 2 tables où sur une table, vous avez la nourriture locale, les mets locaux et les boissons locales, et sur une autre table, les mets étrangers. Et vous voyez, la plupart des officiels vont vers la table des mets locaux. Voilà. Oui, c'est ce que je dis. Non, parce que je pense que c'est ce que je disais, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une communication qui n'est pas faite. On reçoit par exemple des étrangers, un Français. Ça aussi, ça fait partie de la communication. La cuisine française. Alors qu'on pouvait faire le foufou, on pouvait faire le djenkoumé. Mon frère Samuel, le fait de faire ça et de médiatiser, ça fait partie de la communication. Est-ce que vous appelez pas communication? Ça aussi, ça fait partie de la communication. Mais ce n'est pas le fait de se lever, aller sur les médias, dire alors consommer produits locaux. Non. Il faut accompagner la chose par des actes. Oui, je pense que ce tabou-là est brisé il y a longtemps. Parce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai dit au niveau du gouvernement, il y a eu de la communication qui ne se fait pas intensément et qu'on pense que rien n'est fait. Je vous dis que le ministère du Développement, à la base, aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas forcément forcer les départements ministériels ou les autres entreprises à le faire forcément. Mais je pense qu'il y a une politique comme cela qui encourage les départements ou ceux qui organisent au niveau des réflexions à le faire. Et je pense qu'il fait un moment, donc ce que vous dites, je pense que ces dernières années, moi j'ai constaté qu'au niveau de ces sorties-là, ces galas-là, même à l'hôtel 2 février, quand on va, il y a toujours de ça. Sauf qu'au Togo, vous avez le sorabi qui est là. Il y a même du sorabi, il y a tout qui est là. Mais sauf que ce que j'ai constaté, on finit les vins étrangers et ceux-là sont là, personne ne s'y approche, on ne s'y intéresse pas. Il y a une réaction de Constant Lemou que je voudrais bien vous lire. Il dit le gouvernement n'encourage pas la consommation des produits locaux. Exemple, le riz de Corvier est vendu plus cher par l'ANSAT que le riz importé, ce qui amène les consommateurs vers le riz importé. Oui, c'est ça qui est un peu gênant parce que c'est une réalité. Les produits locaux semblent coûter beaucoup plus cher que les produits importés. Parce qu'ils ne sont pas subventionnés. Il faut de la subvention. Il faut subventionner. Il faut soit on subventionne ou on taxe davantage les produits importés. D'autres pays le font. Hein, voilà, moi, je crois que c'est une bonne remarque qu'il a fait. C'est vrai, il faudrait encourager les produits locaux en les subventionnant pour que l'habitude naisse dans l'esprit des gens. Je crois que c'est une bonne remarque. Mais Samuel, c'est une bonne remarque et puis bon, j'adhère. Oui, la remarque vraiment elle est pertinente et j'adhère. Mais le cas d'Ansat, il faudrait quand même qu'on relève parce que un peu l'agriculture est un peu machouement, je le sais. Vous savez pourquoi? En réalité, je ne dis pas non, ce qu'il a dit est vrai, mais le cas spécifique de l'Ansat est un peu différent.
Parce que là-bas, nous avons du riz KR. Le riz KR qui, on suppose, oui, c'est un riz où les Japonais accompagnent le Togo. En fait, c'est donné gratuitement. Mais l'État, pour percevoir, pour pouvoir couvrir un peu les frais liés à son importation et tout, essaie un peu de percevoir quelque chose. Donc, ce qui fait qu'on a tendance à croire que ce riz-là qui est importé est moins cher. En réalité, c'est un don que le Japon fait au Togo et qui est reversé au niveau de la population, qui devait coûter même très très moins cher. Donc c'est un peu la nuance qu'il faut relever. Donc ce qui fait qu'on a tendance à croire que voilà, l'ANSA tasse plus le riz local que le riz importé. C'est pas ça. La nuance là, il faut vraiment le lever. Elle ne cadre pas vraiment avec ce qu'il a dit. Toutefois, j'adhère à ce qu'il a dit, mais le cas dans ça, c'est un peu différent. D'accord. En tout cas, il faut peut-être, pour nos téléspectateurs, surtout ceux qui nous suivent au Togo, réitérer ce bon vieux slogan des années 90. Consommer produits togolais. Et puis il faut leur rappeler que il y a un ministère de la culture, un ministère de la culture. Pourquoi créer ce ministère spécifiquement? C'est-à-dire que chaque département est créé parce qu'on estime qu'il y a des problèmes à résoudre. Mais on a créé un ministère pour la culture. On en fait quoi? D'accord. On va passer maintenant au Libéria. Le Libéria où les journalistes sont mécontents de l'attitude de certains proches du président Weah. Le syndicat des journalistes du Libéria a dénoncé lundi l'hostilité renforcée envers les médias de proches du président George Weah après que le ministre des Finances, mis en cause dans un article, a promis que le gouvernement s'armerait pour dénoncer les mensonges de la presse. L'Union de la presse au Libéria est préoccupée par l'hostilité renforcée contre la presse au sein du cercle du pouvoir du président George Weah, a indiqué le syndicat des journalistes en rappelant à l'ancienne star du football au pouvoir depuis 1 an ses engagements à garantir les libertés civiles, dont la liberté de la presse. Déjà, il faut dire, Adam Adjaranou, que pour certains, surtout au sommet de l'État, la relation avec la presse, elle est souvent conflictuelle. Oui, elle a toujours été. Même, il n'y a pas que le Libéria aujourd'hui. Le Libéria, les journalistes l'ont mis en exergue parce que après 1 an de magistère de Weah, c'est vrai, c'est le moment de pouvoir rebondir sur un certain nombre de sujets par rapport à son programme de société, par rapport à un certain nombre d'engagements qu'il a eu à donner, et que c'est vrai qu'il n'est pas à mi-mandat, mais c'est après 1 an, il faudrait qu'on commence par voir réaliser son programme de société. Mais au-delà de tout, ce qu'il faut faire remarquer, c'est qu'aujourd'hui, George Weah, après 1 an, je pense que le sujet est très bienvenu. Et que, d'ailleurs, même dans nos pays, et compte tenu d'un certain nombre de démarches que je n'adhère pas forcément au niveau de la presse, où certains sujets sont traités avec beaucoup plus de sentiments, et qu'il faut qu'après, on retombe carrément dans des erreurs où on ne retrouve pas réellement ce qui a avancé. Mais au-delà de tout, les gens sont prévalus. Par exemple, si nous prenons nos pays où plus ou moins la liberté de presse est beaucoup plus exprimée et qu'on n'arrive pas réellement. Plusieurs ministres, certains ministres sont, pour la plupart étant donné que ces sujets-là ont toujours été révoqués ou remis en cause, font qu'on se prévale souvent sur des sujets qui sortent, on se prévale de cette situation antécédente pour dire que vraiment, ils ne rencontrent que n'importe quoi. Par exemple, chez nous, c'est abondant. Et lorsque vous sortez des sujets qui sont vrais, on dit que voilà, bon, ils ont encore rencontré des sujets. Ça fait qu'on n'arrive pas à pouvoir agir sur ces sujets-là qui sont sortis, et qu'on puisse peut-être interpeller un certain nombre de gouvernants sur des agissements qui ne vont pas. Parce que lorsque vous lisez pas au niveau du ministre, le ministre de l'économie de ce pays-là, des finances, où le sujet était plus orienté à son encontre, vous voyez le raisonnement. En réalité, un journaliste qui prend ce raisonnement sait directement que, sans forcément aller en détail, c'est que ce qu'il a avancé est plus ou moins vrai, avant de poser le problème. En réalité, aujourd'hui, que George Weah est en train de vouloir pouvoir un peu améliorer l'environnement médiatique dans ce pays-là, je pense qu'il ne devait pas tomber dans ce piège-là automatiquement, ce que les ministres puissent l'orienter à dire que tout ce qui est relayé par la presse est automatiquement faux. Parce que si il advenait qu'il ne fait pas, parce qu'aujourd'hui ce pays qui est plus ou moins longtemps fissuré, et que la dame qui a passé 2 ans n'a pas aussi eu une gestion, 2 mandats, elle n'a pas eu aussi une gouvernance est aussi saluée, que ça puisse après elle, nous avons vu des dossiers qui
qui sont sortis sur elle ne présageaient pas d'une gouvernance aussi clean que ça. Donc George Weah, je pense que devait composer avec cette presse-là, qui devait relever un certain nombre de choses pour lui permettre aussi d'agir. Sans quoi, si aujourd'hui, dès qu'un an déjà, on commence par taxer cette presse-là, de pouvoir être un peu complaisante avec ce pouvoir, je pense qu'il est en train de prendre des proportions qui risquent un peu d'écumer sa gouvernance par l'avenir. Alors, Basile Ago, le ministre a eu quand même des propos très durs. Il dit par exemple, je pense que Rod Nessi, c'est le secrétaire de rédaction du journal qui a écrit l'article, la presse en général et Front Page forment une entité criminelle engagé à salir la réputation des gens. Rodney ira en prison parce que je n'accepterai pas qu'on porte atteinte à ma réputation. Non, vous savez, le Libéria est un pays un peu fragile, qui sort donc de tant d'années d'instabilité et que Sirleaf a essayé un tant soit peu de faire redémarrer. Et je crois que George Weah a pour objectif également de remettre ce pays-là sur les bons rails. Mais que les ministres aujourd'hui soient choqués des dénonciations que fait la presse, je crois qu'ils sont en train de faire l'expérience de la gouvernance. Les personnes n'aiment qu'on le titille avec la presse. Et donc, pour lui, ces gens sont en train de faire un boulot qui risque donc de leur créer des problèmes. Et je crois que c'est sur le terrain qu'on fait de l'expérience pour un peu rentrer dans les habitudes de ce qu'on appelle la presse libre. De toute façon, ce qu'il est en train de faire en essayant de menacer les journalistes, ça n'aura pas gain de cause. Il ne pourra pas continuer jusqu'au bout. Parce qu'une presse libre est celle-là qui garantit vraiment une bonne gouvernance dans un pays. Ce qu'on est en train de dénoncer, de la pratique qu'il a fait, ils auraient payé des frais qui n'étaient pas de leur temps et qui fait donc des problèmes que le journaliste a dénoncé. Il faudrait qu'il prenne la mesure de la chose pour voir dans la réalité, est-ce qu'il y a eu des problèmes comme cela? Le journaliste ne peut pas se lever un bon matin et rêver dans sa maison ou venir écrire. Il doit toujours avoir quelque chose de fond. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il faut qu'il prenne du recul vis-à-vis donc de ce que la presse fait, parce que la presse est un couteau à double tranchant. C'est elle qui fait, c'est elle qui également défait. Et donc, il ne faut pas qu'ils prennent de la verve à vouloir menacer les journalistes. C'est vrai que dans un pays à côté, c'est-à-dire le Rwanda, nous avons assisté à ce que la presse a fait dans ce pays-là, en décimant dans ce pays. C'est vrai qu'il faut prendre donc de la mesure, il faut également être prudent dans ces choses-là, mais le fait de commencer par dénoncer la presse ne leur garantit pas un pouvoir aussi facile. Il ne peut pas se mettre donc à menacer les journalistes. Qui va le mettre en prison? Il le met en prison. Vous savez, ce qui fait plaisir aux journalistes, c'est d'aller en prison. C'est ce qu'il ne sait pas. S'il commence par mettre les journalistes en prison, il va avoir tous les journalistes comme un essaim d'abeilles autour de lui. Et donc, son pouvoir va être beaucoup plus déstabilisé que ce qu'il pense en les menaçant. Donc, je crois que c'est une habitude du pouvoir qu'ils sont en train de prendre. Il faut prendre la mesure de la chose. Savoir que la presse, elle est là pour dénoncer ce qui est mauvais dans la gestion, dans la gouvernance. Et donc, il faut qu'ils prennent un peu, qu'ils soient patients, pour travailler beaucoup plus avec la presse, les appeler, quelqu'un a sorti un article comme cela, il faut l'appeler, discuter avec la personne, lui montrer ce qui est vrai, les erreurs qu'il a faites, etc., plutôt que donc d'aller, je ne sais pas, en guerre contre la presse. Je crois qu'ils sont sur un mauvais piédestal, et s'ils continuent comme ça, ils auront toute la presse derrière elle. Même la presse internationale aussi va se lancer à leur trousse, et donc je ne crois pas qu'ils vont résister. La meilleure des choses, le meilleur conseil qu'on puisse lui donner à ce ministre des Finances, je crois que c'est mieux de collaborer avec la presse que de se mettre la presse à dos. Il n'aura rien à y gagner. Par contre, est-ce qu'il revient maintenant au président George Weah de ramener ses ministres dans les rangs? Oui, il a l'obligation de le faire. Heureusement que c'est un ministre des Finances qui a fait ça, puisque la plupart des cas, les ministres des Finances sont forcément des poches du chef de l'État, parce que le chef de l'État ne peut pas amener n'importe qui. Et donc, forcément, il y a certains ministres qui n'ont pas la matière. Mais ils sont catapultés, ils sont mis là-bas parce que justement,
c'est l'ami au président, il faut garantir les finances, il faut garantir le budget, il faut faire en sorte que, puisque généralement ce sont les finances qui font l'État. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, ce ministre, je ne pense pas qu'il puisse avoir forcément la capacité nécessaire de diriger. Parce que quelqu'un qui est beaucoup plus instruit, quelqu'un qui a évolué normalement, ne peut pas s'aventurer sur ce terrain, à ce que je sache. Peut-être que, sous d'autres cieux, lorsque un journaliste commet un gaffe, eh bien, il y a ce qu'on appelle droit de réponse. Voilà, c'est-à-dire que le ministre réagit pour apporter la preuve contraire. Et le même journaliste doit publier le droit de réponse de ce ministre-là. Je pense qu'il y a un certain nombre de démarches à faire. Le ministre peut saisir l'instance de régulation. Mais je ne sais pas si c'est la même procédure existe chez eux. Mais généralement, c'est ce qui se fait. Je ne sais pas si le ministre a épuisé tous ces recours-là avant de tenir des propos aussi incendiaires, avant de tenir des propos qui ne sont pas compatibles à son rang de ministre. Et je pense que très rapidement, il doit revoir sa copie et pour qu'on puisse être en odeur de sainteté avec lui. Oui, vous savez, Samuel, parce que vous avez vu un peu la réaction du ministre. Moi, je me dis, d'abord, si c'est un ministre vraiment avisé, il sait d'abord qu'il a un portefeuille très sensible et que là-bas, regarde tous les journalistes et derrière même la société civile. Parce qu'il ne peut pas en être autrement, surtout lorsque vous dirigez les finances. Ça, ce n'est pas possible. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que la réaction du ministre s'oriente sur la personne du journaliste, mais il ne conteste pas en fait les écrits. Je pense que là, il y a il parle de mensonge. Il parle de mensonge. Mais il parle de mensonge. Réellement, normalement, c'est le temps. Je pense que l'opportunité lui est donnée de pouvoir normalement donner les preuves pour prouver que voilà, c'est pas bon. Et d'ailleurs, même moi, au-delà de droit de réponse, ce qui d'ailleurs, même moi, je n'apprécie pas, parce que le journaliste étant donné, il est responsable de ses écrits, et même s'il faut la signer carrément, je pense que vous avez les éléments nécessaires pour le faire. Et lorsque vous ne le faites pas, vous ne donnez pas de droit de réponse pour réellement prouver que réellement, ce qu'il a publié, il faut vous le dites seulement et vous en prenez à la personne. Je pense que il y a matière à lui reprocher quelque chose, parce que jusqu'au jour de la démarche n'est pas ni scientifique, et n'est pas une démarche aussi dans le sens de la gouvernance. C'est vrai que, comme le disait Basile Ago tantôt, c'est vrai qu'ils font chacun de son côté la preuve de la bonne gouvernance, parce que depuis très longtemps, ce pays-là, étant donné qu'il a perdu un peu le tissu aussi bien social et de gouvernance, c'est maintenant que Georges Weah attend. Parce que lorsque nous prenons un peu au niveau de l'échiquier international, il tend à nouer un certain nombre de relations. Donc on ne peut pas aujourd'hui se défaire d'une gouvernance un peu allant dans le sens de la communauté dans laquelle il se trouve. Donc je pense que dans les autres pays, surtout de la CEDEAO, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays où du moins la liberté de presse n'est pas fondamentalement assise comme on l'aurait voulu, mais la plupart des pays ont tellement évolué et que le libéré aujourd'hui ne peut pas faire fausse route et devait donc suivre les pas. Et aujourd'hui, comme le disait tantôt, si ce ministre devait continuer, et si c'est vrai qu'il y a des instances au niveau de la presse qui essaient un temps soit peu de jouer à la médiation et d'amener les positions à se rapprocher. Mais au-delà de tout, si le ministre ayant dit qu'il devait donc emprisonner le journaliste. Il n'est pas un gendarme, mais il oublie aussi ça. Tout à fait, mais au-delà de tout, si... Il dit que nous allons ira en prison comme si c'est lui le procureur. Tout à fait, comme si ça te déclare, il y a des démarches. Voilà, donc si... les jours à venir, il ne démontrait pas avec des preuves tangibles que réellement ce que les propos qui sont tenus à son encontre sont faux. Je pense que lui-même, je pense qu'il risque de perdre le poste qu'il a de vouloir vraiment coûte que coûte sauver. Alors maintenant, est-ce que ce ministre-là aussi ne se provoque pas de sa proximité avec le président Weah pour tenir des propos pareils? Ça a toujours été comme ça. Mais il doit savoir qu'il est en train de mettre le pied dans le plat en voulant faire un bras de fer avec la presse.
on ne fait pas impunément un bras de fer avec la presse. La presse est un pouvoir. Ce n'est pas parce que vous êtes l'ami, le proche, le copain du président de la République que vous pouvez vous prévaloir de cela et menacer la presse. Si il n'apporte pas la preuve contraire de ce que le confrère a écrit, ben, il risque de, quelle que soit la proximité qu'il a avec le chef de l'État, ben, si c'est lui, dans la Bible on dit si c'est ton bras gauche qui va te faire tomber, et il faudrait le couper. Le chef de l'État peut l'enlever, même s'ils sont des proches amis, très amis, et si la preuve est apportée que ce que le journaliste est en train de dire est vrai, il risque donc de perdre son poste. C'est là où il est en train. Et sur toute la chaîne d'ailleurs, même parlant de la gouvernance, c'est qu'en disant que le journaliste est en prison, il sait qu'au niveau de la justice, la chaîne de justice et tout ça, là, il a la même mise et que directement, il peut directement décréter. Or, au-delà de tout, il ne sait pas qu'au niveau de la presse, il y a les instances internationales qui peuvent intervenir et que le processus qui puisse, il peut vraiment jouer sur un certain nombre de magistrats en disant amenez-le en prison, mais lorsque les yeux extérieurs vont regarder là-dessus, je pense que c'est lui-même qui risque de se mettre les bâtons dans les roues. De toute façon, ces menaces, en fait, ces propos sont de nature à intimider la presse libérienne. Non, je pense que il est tout à fait normal qu'un petit monsieur se lève un beau matin pour menacer les journalistes. C'est le ministre des Finances. Non, mais écoutez, c'est-à-dire que si la personne a toutes ses potentialités, si la personne est intellectuellement posée, il est intelligent, il a toutes ses capacités, je ne pense pas qu'il puisse parler comme ça. J'avais dit à l'instant que la plupart du temps, vous savez, il y a certains postes qui sont tellement stratégiques que lorsqu'on veut vous catapulter, on veut vous promouvoir pour occuper ces postes, on ne tient pas compte forcément de la compétence, mais on passe plutôt par le canal du copinage. Je pense que c'est ce qui est arrivé à la nomination de non, c'est quand même un ministre de l'économie, le profil pour diriger les finances d'un pays n'est pas n'importe quel profil. Le poste de ministre est un poste politique. Chaque ministère a une équipe technique. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ça dit que c'est vrai. C'est pas le ministre qui fait tout. C'est pas le ministre qui fait tout. Parfois même, quand le ministre arrive là, on lui laisse les dossiers. On lui montre là où il faut signer. Il ne lit même pas et il signe. Parce que il a confiance à son équipe technique. C'est une vieille habitude. Non, oui, voilà. Donc, oui, voilà. Lorsque vous prenez un ministre, vous pensez qu'il faut seulement le copinage pour nommer un ministre. Le ministre, il va vous représenter à l'international. Il faut tenir compte. D'accord, on va marquer la pause. On est déjà arrivé à la grande pause. On revient tout de suite après. Bien sûr.